Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une heure de pur bonheur sur Canal Algérie à travers votre émission Au fil du jour. Nous serons en votre compagnie et ce jusqu'à 16 heures pour revenir aujourd'hui sur le patrimoine, sur l'architecture et sur le design d'intérieur. Ce sera avec nos invités dans un moment. Ilham Hadj Mohand, elle est designer d'intérieur. Anna Defella, architecte spécialisée dans le patrimoine et dans les arts islamiques. Ce sera dans un moment avec elle. Pour cette seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Nazim Lotfi Lebhour. Il est membre de l'association Fnardia. Il est surtout passionné d'histoire. Il va nous raconter l'histoire d'Alger comme on ne vous l'a jamais raconté. Alors, pour finir notre émission et terminer en beauté, comme le veut la tradition, nous allons vous proposer de la musique avec Nadir Ben. Il sera en contact avec nous grâce bien sûr à notre chroniqueuse Anissa Housin. Allez, place à présent donc à la musique, comme le veut la tradition et comme à l'accoutumée. Nous allons commencer cette émission en beauté. Et bien finalement la musique ce sera pour la fin, on me dit. Voilà, ce sont les aléas du direct. Et nous allons tout de suite plonger dans ce domaine qu'on vous a promis, l'architecture, le patrimoine et le design d'intérieur avec nos invités. Un domaine passionnant, nous dit Ilham. Bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Donc, Ilham Hadj Mohand, je rappelle que vous êtes donc designer d'intérieur. Tout à fait, je suis designer d'intérieur. Ça fait donc de nombreuses années que vous êtes dans le domaine. Exactement, à peu près 8 ans, tout à fait. Et voilà, je suis aussi chef d'entreprise. Si jeune. Tout à fait, enfin 32 ans, ça va. Merci. Donc c'est une boîte spécialisée dans l'aménagement des espaces. On fait du clé en main, réalisation des espaces intérieurs, design, aménagement spatial et aussi cofondatrice des ateliers de design, donc ateliers de production du mobilier sur mesure. Voilà. En même temps, je suis formatrice dans le domaine toujours de l'aménagement spatial et l'architecture d'intérieur depuis 3 petites années. Donc je suis confrontée très souvent à des architectes jeunes qui veulent mettre pas dans ce monde finalement de design d'intérieur et de l'architecture d'intérieur. Voilà. Alors il y a une différence entre donc l'architecture, entre le design d'intérieur et la décoration d'intérieur. Tout à fait. C'est un point très important parce que beaucoup confondent entre les 3 domaines, entre les 3 métiers, or que ce sont 3 regards complètement différents. Oui, qui se complètent bien évidemment, mais qui sont 3 domaines différents. Qui se chevauchent aussi par moment. Complètement, mais complètement, tout à fait. Donc l'architecte finalement, il est formé pour l'architecture. Là, il est formé à l'architecture. Il est là, il maîtrise tous les codes de bâtiment, des fondations jusqu'aux structures, même aux finitions. Le designer d'intérieur, excusez-moi, l'architecte, du coup, il peut se spécialiser et être à un moment donné justement notre architecte, soit dans le patrimoine ou dans le design d'intérieur. Un designer d'intérieur, attention, peut ne pas être forcément un architecte de formation. Donc un designer, il est là pour pas uniquement embellir l'espace, mais il doit maîtriser un côté important dans le côté technique aussi. Pas uniquement sur le côté esthétique. Donc je dis, il est là pour écouter finalement l'espace, l'orienter de sorte à ce qu'il y ait une répartition plutôt intelligente, à ce qu'il soit fonctionnel. Mais l'idée c'est de transformer aussi les espaces en un véritable une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, une œuvre d'art carrément, mais qui soit fonctionnelle. Notre architecte à nous, elle est juste à côté. Elle est là. Elle s'appelle Amel Difella. Vous êtes donc, je rappelle que vous êtes architecte spécialisé dans le patrimoine et dans les arts islamiques. Voilà, vous avez fait du chemin. Une belle carrière. Justement, un petit parcours assez atypique. J'ai un petit peu papillonné sur tous les domaines qui concernent l'architecture, passant justement du côté technique, ingénierie et tout, vers le côté artistique de la chose. Vous avez jonglé entre les deux. Alors quand vous dites petit parcours, ça fait quand même près de 20 ans. Voilà, exactement, une quinzaine d'années juste avec les arts islamiques. Et voilà, je voudrais juste apporter un petit complément d'information, c'est que l'architecte est un concepteur d'espace. Il relie tout ce qui est technique, tout ce qui est sciences sociales aussi, mais aussi beaucoup d'art. Et l'architecte est là pour justement agencer ces trois domaines. Tout à fait. La décoration intérieure, l'aménagement intérieur donne vraiment la touche personnelle du propriétaire de l'espace.
si on a 10 appartements, moi je fais 10 appartements, mais ils sont identiques un petit peu. C'est justement de ce côté-là qu'on a la personnalisation de l'espace, donner sa touche personnelle, s'approprier le lieu et c'est à travers vos métiers justement qui nous permettent d'avoir une touche assez particulière pour chaque espace. Voilà. Exactement. Donc finalement, ce sont 3 métiers effectivement complémentaires. Exactement. Mais justement, le décorateur d'intérieur, par contre, n'est pas designer d'intérieur. Ça, il faut l'expliquer. C'est ça la différence entre les trois. Exactement. Parce que souvent, on ne sait pas ce que c'est. Pour nous, c'est la même chose. Donc, architecture, design d'intérieur et décoration, c'est à peu près la même chose. Mais pas du tout. Pas du tout, effectivement. Ce sont, comme vous avez dit, 3 métiers qui se complètent entièrement, qui se chevauchent très souvent. Ce sont 3 professionnels qui travaillent souvent ensemble. Qui peut aussi être un architecte qui maîtrise les 3, finalement, volets, complètement. Voilà. C'est le cas d'Amel. Oui, moi, je me suis un petit peu... au départ de toute carrière, on essaie de s'accrocher, les premiers boulots et tout, les bureaux d'études. Mais ensuite, j'ai retrouvé une passion enfouie en moi. Quand j'étais étudiante, on avait fait le module d'histoire d'architecture, histoire critique d'architecture. Et moi, j'ai adoré tout ce qui est calligraphie, tout ce qui est ornementation, tout ce qui est revêtement. En rapport tout ce qui est ancien. Ancien, mais du côté un petit peu islamique. Parce qu'on a touché aussi le côté européen, le côté... Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Bon, j'avais mis de côté ça, j'avais commencé à travailler, mais à un certain moment, j'ai retrouvé cette passion et je me suis mise à l'association des Beaux-Arts d'Alger. Donc, j'ai commencé à apprendre l'enluminure en bonne et due forme. Je me suis consacrée à ça. J'avais quitté l'architecture. Je me suis penchée dans le domaine de l'enluminure qui a tout de suite après m'attiré vers la miniature, vers la calligraphie. À chaque fois que je rentre dans un domaine, je touche un autre. Et du coup, je me suis un petit peu intéressée à tous ces domaines qui ont un rapport avec l'art islamique. J'ai participé au Festival international de miniature d'enluminure à Tlemcen. J'ai eu le prix du jury. Donc là, j'ai mis une pause, je me suis dit, bon, il faut que ça passe au professionnel. C'est fini l'amateurisme, mais je suis partie en Turquie. D'accord. J'ai fait des études... donc une autre formation dans l'art islamique. Et comme on a une petite durée, donc je me suis un petit peu... Donnée à fond. Ah oui, les ateliers d'enluminure, de miniature, de calligraphie, même de l'aquarelle. J'ai fait même une formation qu'on appelle Nakash, c'est la décoration sur les murs des mosquées. D'accord. Et à mon retour, justement, ça a coïncidé avec la réalisation de Jami' al-Jazair. Et là, vous avez contribué. Voilà. Justement. Donc, on m'a confié la réalisation de la calligraphie dans la salle de prière, sur le dôme, sur la coupole de la salle de prière. Et magnifique, la grande mosquée d'Alger. C'était une expérience exceptionnelle. On ne rencontre pas ça 2 fois dans la vie, exactement. Et pour entre parenthèses, j'avais un groupe de filles. Il y avait des garçons, mais beaucoup de filles. Et c'était des masters 2, c'était des filles vraiment très instruites, mais qui étaient très intéressées par cette expérience. Et je vous dis, on était suspendus à 44 mètres Carrément. Exactement. Et elles ont travaillé... franchement, le résultat pouvait d'ailleurs l'admirer sur place au niveau de la salle de prière. Il y avait d'autres espaces qu'on a réalisés, la salle VIP du dernier niveau du minaret. Bon, on avait touché à des choses exceptionnelles, ça n'arrive pas tous les jours. Et on est tellement ébloui par la beauté des lieux qu'on oublie quand on est suspendu. Exactement. Donc, on oublie ce vertige-là déjà par rapport justement à ce qu'on voit en face de nous. De culte. On doit avoir c'est lié un petit peu le khushu'. L'espace, justement, en parlant d'architecte créateur d'espace. Oui, très inspirant, les lieux de culte. L'architecte doit créer un espace qui donne cet effet de sérénité. C'est très important. Exactement. Bien sûr. L'acoustique est très importante, l'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage au niveau de la mosquée. C'est le reflet des lumières sur la coupole qui donne cet effet de lumière à l'intérieur. Voilà, justement, il y a des techniques très spécifiques. Bien sûr. On a eu beaucoup de chance de travailler dans cet espace. Juste après, je me suis penchée sur l'étude des masahif, l'ornementation du mashaf.
Donc j'ai eu la chance de faire 5 éditions Mashaf al-Jumhuriya et le dernier Mashaf al-Rodossi de 1931 qui a été réédité à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Donc une édition... Et nous sommes en train de voir votre travail en images. Ça c'est la calligraphie et l'enluminure. Donc ça c'était au niveau de la grande mosquée? Non, ça c'est des tableaux. D'accord. Vous avez des carreaux de céramique aussi. Des carreaux de céramique également. C'est des carreaux de céramique qu'on appelle les carreaux de Delphes. Des carreaux de Delphes. En réalité, la ville de Delphes, c'était une ville de production du carreau de luxe. C'était des carreaux blancs avec une couleur bleu de Chine, qu'on appelle, techniquement parlant, c'est l'oxyde de cobalt. D'accord. Et ensuite... ça a été, c'est-à-dire que ces éléments de céramique étaient un produit de luxe que Alger surtout la médina d'Alger a eu la chance d'avoir par le biais des trocs et tout. Et dans le cadre de la restauration des palais actuellement, on rencontre une petite difficulté, c'est la reproduction de ces carreaux. Donc partant de ce principe, moi architecte, et un petit peu spécialiste dans les arts islamiques, je me suis dit, pourquoi pas réunir les deux. Donc j'ai repris tout ce qui est céramique, dessin sur céramique. Pour sauver cette partie justement de notre patrimoine architectural de la ville d'Alger, justement, de la médina essentiellement d'Alger. Voilà, c'est surtout ça. Ces carreaux participent justement à la sauvegarde de notre patrimoine. C'est très spécial comme technique. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'exigences pour avoir les bonnes couleurs, les bonnes épaisseurs, les bonnes formules, pour atteindre justement, pour pas trop avoir la différence entre l'ancien et le nouveau, tout en laissant notre touche. Il faut laisser sa touche personnelle aussi de notre période, notre époque, sur le parcours un petit peu de ce bâti. Vous voulez dire moderniser un peu, mais... Non, pas moderniser. Moderniser, on ne touche pas au patrimoine. Il y a certains bâtisses qui sont classés, on n'a pas le droit ni d'apporter une modification. Mais après, de reproduire ces carreaux pas de faïence, vous dites ces carreaux de céramique, pour les reproduire vraiment... À l'identique. À l'identique, je pense que c'est peut-être... On ne peut pas reproduire à l'identique. Ça relève de l'impossible. C'est l'authenticité, j'imagine, du produit, justement. Exactement, parfaitement. Les carreaux sont très anciens. Donc, le facteur les techniques ne sont plus les mêmes, bien sûr. Déjà, le facteur climatique a apporté des modifications. Le blanc n'est plus blanc. Et le blanc dans une salle fermée et le blanc dans une cour, par exemple, a changé de façon très différente. Même si les carreaux sont cuits à 1000 degrés. C'est-à-dire que normalement, ils durent dans le temps. Mais après 3-4 siècles, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, on essaie de se rapprocher, d'apporter des modifications sur le blanc, sur les couleurs, pour se rapprocher au maximum. Mais nous sommes en train de voir des carreaux de céramique. Voilà, ça c'est des reproductions de Delphes. Cette ville que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que le luxe de la céramique, c'est des carreaux de céramique, c'est Delphes. Et donc, on a réussi à reproduire dans notre atelier, au niveau de notre atelier, ces carreaux et apporter notre aide un petit peu à tous les restaurateurs et aux projets de restauration sur Alger. Vous formez? Oui, j'avais une école artistique. On a été un petit peu perturbé par la période du Covid. Mais j'avais une école d'art, on a enseigné tous les arts islamiques, en passant par la poterie aussi, on a touché à tout ça. Maintenant, on s'occupe juste de l'enluminure, la calligraphie et bientôt la céramique, bientôt. Et les carreaux de céramique, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, Ilham aussi, vous formez également des designers d'intérieur? Tout à fait, oui, effectivement. Alors, je forme de jeunes architectes, finalement, qui veulent mettre un pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce domaine. Alors, l'architecte, elle va me le confirmer, Madame... Amel, voilà, qui est architecte de formation. On ne se spécialise pas forcément, enfin dès le départ, du coup, dans un domaine ou dans un autre. Donc, autant que, par exemple, architecte qui n'a pas été spécialisé, qui n'a pas forcément suivi une formation qui est plutôt spécialisée dans le design d'intérieur, l'aménagement spatial, dans l'éclairage, qui est aussi tout un monde, tout un art, etc. Donc, tout simplement, il y a bien évidemment des écoles spécialisées qui
qui s'occupe justement de ça. Et puis l'optimisation des espaces aussi, ce n'est pas facile de pouvoir entrer dans un espace comme ça et de essayer, donc dans une chambre, une petite chambre, essayer de vraiment d'optimiser les espaces, d'utiliser chaque coin la bonne matière, la bonne couleur, exactement, et la bonne matière. Du mobilier c'est pas simple à faire. Tout à fait. Le bon éclairage. Ah ben oui, ah ben oui. Donc justement, c'est pour ça que je vous ai dit, autant que designer d'intérieur, il faut quand même maîtriser le côté technique. Il ne faut pas du tout le négliger, contrairement au décorateur qui apporte une touche esthétique finalement à l'espace. Donc le designer, quand il s'agit par exemple de répartition spatiale, que ce soit un espace, parce que vous avez évoqué chambre, salon ou autre, mais on a tendance à parler d'appartements et on oublie de parler d'autres espaces, des espaces de travail, d'espaces commerciaux, par exemple tout ce qui est restaurant, tout ce qui est clinique si ça se trouve, tout ce qui est école, agence et ainsi de suite. Donc finalement, le design d'intérieur ne s'arrête pas à un espace ou un appartement, à une habitation, mais plutôt s'élargit et met son œuvre aussi. Est-ce que les jardins en font partie? Mais oui, bien sûr. Un jardin, pourquoi est-ce qu'il est considéré comme espace intérieur? Parce qu'il fait partie d'un chez-soi. Finalement, tout à fait. Donc bien évidemment, la même empreinte que nous allons devoir apporter à un intérieur, qui doit ressembler finalement à chaque client, qui doit répondre aux besoins du client. Qu'on va personnaliser. Qu'on doit personnaliser, effectivement. Tout en respectant les attentes de ce client, comme vous dites. Alors oui, il faut absolument, c'est très important, il faut c'est le but, dès le départ, justement. Le début du projet consiste en ça, justement. C'est ça le challenge, il faut absolument comprendre le client avant de comprendre même son espace. Il faut savoir lire son client avant même de lire l'espace. Alors, il va falloir faire aussi de la psychologie. Eh bien, tout à fait. Et pas que. Et pas que. Il y a de la psychologie, non seulement... il faut être à l'écoute. Voilà, il faut être à l'écoute, non seulement quand on échange avec le client, mais aussi quand on est là à créer. Par exemple, quand on rapporte de la couleur, de la texture, de la vibration à l'espace, de l'harmonie, c'est le côté artistique de la chose. Effectivement, oui, oui, tout à fait. Donc, oui, il est très important de faire attention à chaque détail et de maîtriser et le côté esthétique et le côté technique de la chose. Voilà. Alors, pourquoi le design d'intérieur? C'était quoi le déclic? Honnêtement, oui, parce que vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait une reconversion professionnelle, tout à fait. Donc j'étais dans un autre domaine complètement, dans le domaine du journalisme et de communication institutionnelle, tout à fait. Oui, j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu en quelque sorte ce don en moi. J'ai toujours voulu et aimé décorer, que ce soit chez moi ou chez des amis ou chez de la famille. J'ai cet aspect ou ce regard de changement, cette lecture des murs en quelque sorte, où les murs... des images. Voilà, oui. Donc là, c'est au sein de notre bureau. Je tiens à le répéter, c'est bien évidemment un travail d'équipe. Chacun a son regard, un regard architectural purement technique, un regard architectural et design d'intérieur, donc qui apporte les deux, voilà, qui rassemble les deux, et un regard bien évidemment sur terrain. Attention, parce que le projet pour un chef de projet ne commence pas au bureau, mais commence justement sur terrain quand il rassemble toutes les équipes pour coordonner et pour donner les consignes en quelque sorte pour démarrer le projet, quand les premières lignes sont tracées sur chantier, voilà, et j'en passe. Donc finalement, il y a aussi les artisans qui arrivent à un moment donné. Donc l'artisan, je ne parle pas uniquement des corps du métier, électricien, plaquiste, peintre, tous les autres corps, mais je parle aussi de l'artisan, de l'ébéniste, de celui qui finalement manipule et travaille le bois pour en sortir avec... Le céramiste aussi. Mais bien sûr, le céramiste, voilà. Effectivement. Après, je voudrais attirer votre attention par rapport à un point très important, étant donné qu'on parle de patrimoine et de culture. C'est très très intéressant comme point à évoquer, honnêtement, tout simplement parce qu'on a une culture immense en Algérie, notamment dans tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est culture et architectural en quelque sorte. Après, malheureusement, on ne le voit pas
forcément autour de nous. Quand je dis on ne le voit pas, par exemple, on aurait aimé le voir dans nos centres commerciaux, dans nos restaurants de plus en plus. Oui. Pourquoi pas dans nos hôtels? Parce que oui, ça fait partie aussi. Ça se fait de nos jours dans les restaurants. Alors oui, 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 on trouve cette touche vraiment algérienne. Ça, c'est complètement en pleine effervescence. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Absolument. Et puis, un point très important que vous venez d'évoquer, qui est absolument important, celui de labelliser donc notre patrimoine. Ah ben voilà. Que ce soit notre patrimoine gastronomique, c'est-à-dire l'art culinaire, ou notre patrimoine vestimentaire, architectural. Il faut aujourd'hui penser, comme ce qui se fait dans les autres pays, penser à labelliser carrément, proposer dans le menu, dans un restaurant, un couscous algérien. Il faut écrire, il faut nommer, il faut écrire. Absolument. Donc, couscous algérien, pour labelliser finalement, pouvoir, c'est-à-dire identifier la chose et dire que voilà, ça, c'est algérien, ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est comme ça qu'on va faire découvrir notre culture au monde entier. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais ça, on le voit quand même de plus en plus. C'est-à-dire, on parle de l'art culinaire et je salue tous les chefs algériens qui font un très très bon travail et qui représentent l'Algérie d'une meilleure façon. Pareil pour tout ce qui est art vestimentaire finalement, où on voit des designers qui font un très très bon travail, honnêtement, et je les salue aussi. Mais en même temps, on voit quand même moins, c'est moins visible, on voit moins les ornements architecturaux. Par exemple, on a plein de styles. Si je dis ça comme ça, par exemple, on a le style méditerranéen avec sa palette minérale, on a le style nomade avec sa fluidité, sa modélité facile, on a le style, par exemple, berbère avec ses formes géométriques, avec sa palette naturelle, etc. Et ça serait bien de respecter donc l'architecture locale du lieu, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va dans en Kabylie, on va respecter donc l'architecture des lieux. Dans le sud aussi, l'architecture du sud. Et à Alger, bien évidemment. C'est une manière de dire qui nous sommes, justement. Entre guillemets, juste rapidement. Par exemple, quand on voyage, on a tendance à vouloir, je dis n'importe quoi, j'irai en Thaïlande. J'ai envie d'être dans un hôtel ou une auberge qui est complètement baignée dans la culture thaïlandaise, on est bien d'accord. Eh bien, c'est pareil, finalement, quand on reçoit un étranger ou un touriste en Algérie, on aimerait justement le recevoir dans un bain plutôt culturel. Absolument. On dit qui sommes nous finalement. Exactement, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, nous avons affaire à un touriste averti qui, avant de venir ou avant de visiter un lieu, il va s'informer sur la plateforme, sur Internet. Il va complètement donc visiter les lieux, c'est-à-dire virtuellement, et savoir exactement à quoi il a affaire. Aujourd'hui, il y a aussi la création, même en Algérie, donc de ce qu'on appelle l'hébergement chez l'habitant. C'est une manière d'être au plus près donc de la population locale et de permettre finalement aux touristes de découvrir à la fois la culture des habitants, oui, la culture, l'art culinaire, l'habit traditionnel. Quand on est en contact avec la population locale, on va être vraiment plus près de cette culture et on va la découvrir de manière très fluide, très facile. Tout en la modernisant, hein, c'est-à-dire on peut être dans le typiquement traditionnel, comme on peut être dans le traditionnel plutôt modernisé, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Il faut apporter une touche de modernité, d'actualiser certains conforts. Surtout. Voilà. Apporter, c'est-à-dire le confort actuel avec la touche identitaire du lieu. Moi, je parle de tourisme, on parle de tourisme local d'abord. L'Algérie est un très grand pays, c'est un continent. Un pays continent, absolument. D'Alger à Darar, on est complètement dépaysés. Nous, déjà, d'abord, il faudrait qu'on s'imprègne déjà, qu'on savoure nos traditions, nos couleurs, nos matériaux, nos matières. Tout ça, il faudrait déjà encourager les Algériens à visiter
leur pays d'abord, pour qu'on puisse ensuite découvrir d'autres cultures. Exactement. Déjà, en découvrant les cultures Tana, d'aller dans le sud quand on est du nord, on est émerveillé. On est complètement dépaysé. On change complètement de couleur, de culture. Et si on accentue ça justement avec un zeste d'aménagement ou de design qui est complètement dans le domaine, ça sera vraiment parfait. J'adore zeste. Oui. Un zeste, oui, pourquoi pas. D'aménagement. Tout à fait, de design. Merci beaucoup les filles, comme ça. Merci à vous. Donc, Ilham Hadj Mohamed, je rappelle que vous êtes designer d'intérieur et Amel Diflah, architecte spécialisée dans le patrimoine et dans les arts islamiques. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Allez, on va vous emmener dans une petite pause, donc le temps de recevoir notre invité. Donc, ce sera bien sûr Nazim Lebhar. Nazim Lebhar, donc Nazim Lotfi Lebhar dans un moment. Il fait partie de l'association Fnadjia, mais entre-temps, on vous propose donc Hind Boukela et on revient tout de suite après pour recevoir notre invité. Invité le Fnarji, il est là. On vous a promis donc de vous raconter l'histoire d'Alger comme on vous l'a jamais raconté. Et ben Nazim Lotfi Lebhar, le Fnarji, est là de la start-up Fnarjia. Marhaba bik. Merci pour l'invitation.
Merci à vous de répondre à notre invitation à chaque fois. Vous êtes un habitué de notre plateau. On a même fait une tahwissa ensemble. Exactement, oui. Une tahwissa à Alger. Ça fait 3 ans déjà, c'était en 2022. 2022. Donc dans l'émission Tahwissa, on a pu visiter certains lieux d'Alger et on a fait une petite visite. Vous nous avez proposé un circuit des lieux assez insolites. Ouais, des lieux assez insolites et c'était une Tahwissa inoubliable pour moi. C'était une belle expérience en tout cas. Bienvenue encore, Merci. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Et notre chroniqueuse, elle est là, Anissa, marhaba bik. Yselmek, ahla bik. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Bonjour, enchanté. Je dis, c'est moi, vous allez me dire bonjour et je vous dis marhaba bik ou laissez-vous parce que autant que je viens de rejoindre l'équipe du fil au jour, au fil du jour, pardonnez-moi, bien sûr, et avec la télévision Canal Algérie, je suis vraiment très contente. Eh bien, nous sommes très contents de t'avoir parmi nous aussi, Anissa Houssine. Donc aujourd'hui, avec toi, on va parler de musique. Ah oui, on va parler de musique et surtout tout ce qui concerne la culture. Et aujourd'hui, on va parler avec l'artiste Nadir Ben, qui est en direct avec nous sur la télévision. Nadir est un habitué de notre plateau également. Voilà, déjà reçu dans nos différentes émissions. Voilà, je suis très contente parce qu'on va parler de l'artiste Nadir Ben Mansour, artiste qu'on appelle Nadir Ben. Il est originaire de Oran et aussi de Tlemcen, de la grande Tlemcen. Il a la nationalité bien sûr algérienne. Il va parler de son album qui s'appelle... Tu dis la nationalité algérienne parce qu'il est installé à l'étranger, justement. Voilà, il est installé à l'étranger. Et on va parler ce soir, cet après-midi, il a la sortie de l'album Tao. Ça va être magnifique. Et ça s'appelle? Ça s'appelle Maturité à Voilà, on va parler surtout de l'album, les questions, pourquoi il a choisi la maturité, qu'est-ce qui fait l'album. Et c'est une très belle chanson qui t'a particulièrement touchée, qui s'intitule? Qui s'appelle Brit Ndir. Voilà. Brit Ndir ou Brit Ntob? Brit Ntob, pardon. Brit Ntob, voilà. Allez, Nadir est parmi nous. Bonjour Nadir. Bonjour, Anissa. Alors, bonjour Nadir. C'est Soumeya. C'est Soumeya qui est l'animatrice. C'est pas Anissa, ok. Voilà. D'accord, bonjour Thuria. Comment ça va, Nadir? Ça va très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, on vous a déjà reçu dans nos différentes émissions. Je laisse Anissa justement te présenter. Je te laisse avec Anissa. Alors, bonjour Nadir, merci d'être en direct avec nous à Canal Algérie et surtout une émission au fil du jour. On est vraiment très contents parce que ce soir, vous avez votre concert à 2 pianos. Vous allez être avec le public algérien et d'autres pays qui vont vraiment découvrir votre album qui s'appelle Ar-Rushd. C'est ça, la maturité. Et vous l'avez prénommé en arabe. Exactement. Oui, c'est un album... autoproduit de 9 titres, pratiquement à 90% en arabe. Voilà, j'allais vous poser la question. Pourquoi vous avez choisi, premièrement, le prénom Ar-Rushd, maturité? Pourquoi vous avez choisi ce nom? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que j'ai atteint une certaine maturité qui me permet de dire certaines choses que je pouvais pas dire avant, assumer certaines choses, les vraies choses de la vie, les choses importantes. Voilà. Assumer l'amour, assumer de regarder les gens dans les yeux et leur dire voilà, il faudrait que tu fasses ci ou ça. Enfin, maintenant je peux donner des conseils à mon âge. Je me dis que ça va. Cette maturité peut me donner pas l'autorisation, mais comment dire, je peux me permettre de dire certaines choses. Vous pouvez vous permettre, voilà. Le fait que vous avez choisi la maturité et Ar-Rushd en arabe, un album de 9 titres, totalement, c'est la première fois que vous faites un album solo. Ça veut dire que vous êtes vraiment mature et vous êtes prêt à donner tout ce que vous avez à votre public, c'est ça? Complètement. Que ce soit sur scène, sur les réseaux, j'essaie d'être présent, de répondre à tout le monde. Voilà. Comment décrivez-vous l'univers musical de cet album? Alors, c'est un pop-folk nord-africain. Moi, j'ai baigné dans la musique arabo-andalouse. Le raï, forcément, en tant que Wahrani. Le Gnawi, parce que j'adore cette musique. Ça m'a bercé pendant très longtemps. Même actuellement, si j'ai envie de faire du sport, là, c'est le Gnawi qui me vous porte.
Il y a beaucoup de sonorités Gnawi dans ce que fait Nadir Ben aujourd'hui. Tout pop rock, c'est vraiment magnifique. Quel est le sentiment surtout que vous voulez passer par rapport, transmettre à travers ces 9 titres? L'album Rojd, c'est quoi exactement le message que vous voulez transmettre à vos fans? Le message? Oui. Alors, soyez comme vous êtes, faites les choses, faites-les avec sincérité et puis sérieux aussi. D'accord. Ça vous a pris combien de temps pour créer cet album? Je pense que ça m'a pris beaucoup d'années parce que, alors l'album, peut-être que ça m'a pris 3-4 ans, mais je pense que c'est un peu toute une vie qui se reflète un peu dans cet album. Un musicien ou un artiste, il se forme pas en 1 ou 2 ans, c'est toute une vie de formation. Oui. Donc c'est peut-être 40 ans de formation entre guillemets. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi la langue arabe? Parce que quand on connaît vos fans, la plupart ils comprennent pas l'arabe et vous faites des spectacles en Algérie et surtout à l'étranger. Est-ce que vous voulez spécifier ou faire juste une catégorie ou c'est un choix personnel ou vous voulez vraiment passer un autre message? Alors c'est un premier album, c'est un peu une autobiographie, donc ce qui me ressemble le plus et comment je réfléchis, comment j'écris, les premières idées en général, même si je suis bilingue, je suis franco-algérien, les premières idées me viennent en arabe et quand j'écris en arabe. Donc pour moi c'était évident de le faire en arabe. Il y a des titres, d'ailleurs j'ai un autre EP qui sort en 2026 où il y a du français. Voilà, c'est venu comme ça. C'était naturel, donc j'ai laissé la nature faire. On va parler du clip Britentoop. Britentoop, quand on voit le clip, il est magnifique. Vous avez choisi Oran et aussi le Sud. Pourquoi? Oui. Tout simplement parce que c'est là où je me sens le mieux. Je sais que vous êtes d'origine d'Oran et de Tlemcen et vous avez choisi des lieux cultes Oran. Et pourquoi le Sud? Quel est le message que vous voulez transmettre? On va voir le clip. Alors tout simplement parce que quand on voit le clip, je me dis que je suis peut-être un peu ambassadeur. Je vends mon pays au monde. J'essaie de donner envie aux gens de venir en Algérie, de visiter l'Algérie. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'aime. Enfin, j'ai envie de montrer la beauté de mon pays. Et j'espère que ça s'est vu sur le clip. Je pense que vous voulez transmettre l'image et la culture algérienne à travers votre chanson et aussi par rapport à votre clip, comme ça. Il est prêt, l'extrait. On va voir juste un petit extrait du clip, un avant-goût. C'est magnifique. Un avant-goût, la musique de Nadir Ben dans cet extrait. Et on revient tout de suite après pour en parler. À tout de suite. Un petit problème technique, il n'y a pas de son, donc... Il n'y a pas de souci. Alors Nadir... On continue avec Nadir? Bien sûr, on continue avec Nadir. Nadir, j'aimerais bien savoir, le titre Britentoop évoque les repentis. Pourquoi le message? C'est un message personnel ou... Alors, Britentoop, comment dire? Ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé à écrire. Et ce titre-là n'a pas été le plus simple à écrire pour la simple raison que... J'essaye d'envoyer une lettre à mes compatriotes, à mon pays, et j'essaye de leur dire que tout l'amour que je leur porte, mais en même temps en essayant de pointer du doigt certaines imperfections. Et c'était un exercice délicat. Et je me parle aussi à moi, donc je me dis, Ana Britentoop, j'ai envie de réparer certaines choses dans le quotidien algérien, dans notre façon de faire et par exemple de me lever un peu plus tôt le matin. Donc voilà, c'était une lettre pour moi et pour mes compatriotes. D'accord. Par rapport à votre album Rojd, quelle est la chanson qui vous touche personnellement? Lila, parce que je l'ai composé, écrit pour ma petite. Il y a aussi Faracha, j'essaie
de dire mon amour pour ma moitié, ma femme. Et en essayant d'être, vous savez, on est pudique, les Algériens, on est un peu pudiques, on n'ose pas le dire. Donc moi, je le dis avec humour, avec voilà. Vous avez votre façon et manière d'exprimer votre amour à votre moitié, votre femme. Exactement, exactement. C'est une belle manière. Hein, c'est une très belle manière, voilà. Oui. Et avez-vous collaboré avec d'autres musiciens ou vous voulez vraiment collaborer avec d'autres musiciens ou vous rêvez de faire un featuring avec un artiste qui est connu? Ah ben oui, forcément. Oui. Moi, j'ai déjà eu la chance de travailler avec de super musiciens comme Eljo, c'est un beatmaker, c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a enregistré l'album. Avec lui, je l'ai fait. On a fait un duo sur un titre qui s'appelle Oro Marseille que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, sur YouTube, il y a le clip. Il y a Fouad Didi, mon cheikh de musique arabe andalouse. Je me régale à chaque fois qu'il est avec moi. Et tous les musiciens, à chaque fois, c'est un régal. Je ne peux pas les citer tous parce que j'ai peur d'en oublier quelques-uns. Ils ne vont pas être fâchés, ne vous inquiétez pas. Je pense à Marchewi, à Miesi, je pense à Mehdi Askert à l'ONB, Youssef Boukela pareil à l'ONB, ils m'ont beaucoup aidé, et Ma'moun aussi de l'ONB, Ma'moun Dehan, ils m'ont beaucoup aidé pour l'album. Et voilà, là j'en oublie quelques-uns, c'est sûr. Mais voilà, et après j'aimerais, moi je ferme pas les portes, j'aimerais collaborer avec d'autres artistes. Connu ou pas connu, j'aime bien changer, découvrir d'autres musiques carrément, et j'espère que ça va être possible. Alors, moi je sais que maintenant, dans quelques heures, vous allez être sur scène en France, sur la salle de piano, et vous avez une autre date pour le 17, Inch'Allah. J'aimerais bien savoir dans quel état vous êtes. Là tout de suite, je suis zen, parce que je sais que j'allais dire dans tous ces états, mais pas du tout. Non, je suis zen parce qu'on a bien préparé le spectacle. Super. Il y a toujours un petit stress, forcément. Les petits tracks. Pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pour l'adrénaline. L'adrénaline, Voilà, et j'adore ce stress. Mais sinon, je suis confiant parce que c'est du bon stress, hein, Nadir. Comment? C'est du bon stress. Ah, c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur stress. Voilà, tout à fait. Peut-être une tournée qui arrive. Pardon? Oui, allez-y, fini. Oui, j'ai dit il y a du monde qui arrive. Il reste peut-être quelques places. Mais la salle sera remplie. Ça, c'est le plus important. Enfin, c'est très important. C'est peut-être pas le plus important, mais c'est très important pour un artiste d'avoir du public. Et puis, l'équipe, c'est juste une équipe magnifique. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette équipe. Et la musique tourne et je me régale. Des fois, tellement je me régale que j'oublie de chanter, tellement ils sont bons. Ils vont chanter pour vous. D'accord. Alors peut-être une tournée en Algérie prochainement? Avec grand plaisir. D'ailleurs, à bon entendeur, salut. S'il y a des gens avec qui je pourrais travailler, je suis preneur. Franchement, j'espère, et j'espère qu'on va vous recevoir pour une autre fois ici au fil du jour avec Soumeya et avec toute l'équipe de Canal Algérie. Moi, j'annonce pour vous aussi, à partir du 17, Inch'Allah, vous allez être au niveau de Marseille. Ça veut dire toute la diaspora qui est à Marseille. On dit à Nadir bon courage, et j'espère qu'ils seront parmi vous. Ça sera le 17 octobre au Makeda. C'est une superbe salle aussi de spectacle connue à Marseille. Avec une équipe aussi exceptionnelle, comme d'habitude, j'allais dire. J'ai de la chance. Et on salue toute notre communauté installée à l'étranger. Oui. Un dernier mot? Merci à vous pour l'accueil. Et puis, j'espère venir au plus tôt en présentiel. Marhaba. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir, Nadir Ben Mansour. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Super. Au revoir, à très vite. Inch'Allah. À bientôt. Au revoir.
Merci Anissa. Merci à vous. Franchement, c'est magnifique de le recevoir. J'aimerais bien le recevoir en personne. Il fera partie, peut-être, Inch'Allah, il va avoir des dates ici en Algérie. Comme ça, tous les Algériens vont le découvrir ici en spectacle parce que franchement, c'est superbe. Et Britten Taube, on peut donc oui. voir le clip donc, disponible sur les plateformes. Il est disponible sur les plateformes et surtout sur la chaîne YouTube de Nadir Ben et aussi sur le compte Instagram et Facebook. Voilà, on peut trouver toutes les informations culturelles et surtout ces rendez-vous pour les prochains spectacles. Pour le moment, il y a juste la date du 17 et peut-être prochainement, il y aura une tournée en Europe ou une tournée en Algérie. Voilà. Voilà, merci beaucoup Anissa. Merci. Tu vas rester avec nous? Oui, avec plaisir. Allez, on va donc passer à notre invité Nazim. Ouchalak, ça va? Très bien, ça va, super. On t'a fait un petit peu attendre. C'est pas grave. Alors, passionné de patrimoine. Oui. Startup Fnardia, ça fait quand même de nombreuses années qu'elle existe. Oui, on est à notre 5e année. Voilà, donc notre start-up, elle est dans la promotion, préservation et revitalisation de l'héritage culturel algérien. Bien sûr, quand on dit culture, on parle de patrimoine, et quand on parle de patrimoine, on parle de patrimoine bâti notamment, comme vous l'avez dit avec les premiers invités. Oui, tout à fait. Alors, vous n'êtes pas uniquement en Fnardi, vous êtes Kasbadji aussi. Aussi, oui. Et la Kasba fait partie de vous, j'allais dire. De moi, carrément, oui. Ouais. Donc, mes grands-parents, donc ma grand-mère que je salue, mon grand-père Larhamou, et leurs parents sont issus de ce quartier mythique. Donc, j'ai été un peu baigné dans l'amour de... Et la Kasbah, pour moi, c'est pas un simple quartier, c'est l'âme d'Alger, c'est une ville, c'est une culture à part. Donc, quand on grandit dans ce décor-là, on est passionné d'histoire, on est passionné de patrimoine, et on vibre et on ressent Alger. On ressent Alger à travers aussi sa musique. Vous êtes passionné de musique également? Oui, je suis l'élève de Cheikh Lahad El Anqa. Et donc, je fais du chabi, je joue du mandol, mais de façon assez personnelle, on va le dire. Et je suis aussi membre. Vous y apportez votre touche? Non, c'est courageux, hein? Moi, je suis assez, on va dire, conservateur. Donc, je respecte les... C'est pour ça que j'ai dit c'est courageux quand même. Hein? non, je suis assez conservateur. Non, mais je veux dire que je le fais par amour, pas plus. Hein. Je le fais vraiment par amour à ce style-là. Et je joue aussi de l'andalou, la musique classique d'Alger, Sona. Oui. Voilà. Donc, et vous faites aussi... vous faites découvrir Alger aux touristes? Oui, aussi. Donc, parmi les activités que propose notre start-up, on a nos fameuses visites guidées au cœur de la Kasbah d'Alger et le tour d'Alger aussi. Donc le cœur palpitant de la ville d'Alger, hein, sa Kasbah, sa Médina. C'est sa Médina, son cœur historique, et notamment des tours dans toute la ville d'Alger pour la découverte de son histoire, son architecture et ses trésors cachés. Et justement, on a parlé d'architecture. Ouais. Qui fait partie, donc le patrimoine architectural algérois très important, à travers lequel vous vous basez sur ça pour aussi raconter Alger. Bien sûr, l'âme d'une ville, c'est son architecture, c'est un peu sa culture, son identité. Alger, elle est unique. Donc déjà, Alger, avant son architecture, c'est déjà sa topographie. Cette montagne qui descend de verdure, de forêt, qui descend pour épouser une baie en forme de croissant, c'est assez unique. Et on revient donc à Nazim pour l'accueillir. Yadif Allah Djouz Tedfa, Rod Slami, la Traf. Yak Djina Naïdine Sharfa. وجلس هنا بغير كلفه ونزع عليك دلحاف لا ياك جينا نايدين شرفه والله ما نخيبوا الضياف اجلس هنا بغير كلفه والله ما نخيبوا الضياف. Alors vous avez apporté un petit peu votre touche. Oui, j'ai un peu, ouais. Alors c'est bien sûr Bon, bien sûr, écrite par Mustafa Toumi, mais c'est un chef-d'œuvre de l'Hajj Mohamed Lanqa. L'une des classiques de l'Hajj Mohamed, c'est un peu aussi un récit, un testament de l'Hajj Mohamed, une morale de vie. Une chanson assez appréciée par les amoureux du Chabi, des Algérois aussi. Oui, et c'est la meilleure manière de rendre hommage à cette icône finalement. Bien sûr, un monument, l'Hajj Mohamed Un Lanqa. monument, oui, tout à fait, qui fait partie donc de l'âme algéroise. Exact, et du patrimoine donc musical algérois. Musical, ouais. Algérien. Et d'ailleurs, quand on parle de l'Hajj Mohamed Lanqa, d'architecture et de Kasbah, il y a le café Malakoff que possédait l'Hajj Mohamed Lanqa, qui a été réhabilité par la wilaya d'Alger. Ça fait 2 ans. Il a réouvert. C'est très sympa, c'est familial, c'est très beau. Il y a même des représentations Chabi chaque jeudi soir. Donc on invite les amoureux du Chabi à découvrir ce lieu mythique. Qui sont animés de hariculture. Ce lieu mythique d'Alger. Établissement de hariculture. Et donc on disait Alger est aussi raconté lors de vos visites guidées à travers donc ce patrimoine architectural. Parce qu'il faut revenir aujourd'hui
il faut en parler aujourd'hui. L'architecture d'Alger, que ce soit sa médina ou même en sortant de la médina d'Alger en allant vers donc le centre-ville jusqu'à Bab el Oued, c'est carrément un contraste ou un patrimoine, oui, une richesse. Voilà, je cherchais le mot, une richesse architecturale assez importante qui vous permet de raconter Alger depuis les temps les plus reculés. Alors, la Méditerranée est un lieu assez chargé, donc assez mouvementé. Alger fait partie de l'une des plus belles villes de la Méditerranée. Et comme une très grande partie de ces villes-là, on est en train de voir, voilà, donc là, on est un peu avancé. Donc ça, c'est des immeubles un peu art déco, style paquebot, qu'on a dans le centre-ville d'Alger. Mais si on parle d'Alger, c'est un peu plusieurs époques. Déjà, on a la ville qui est assez... Commencez par le début. Tout le début, parce que Alger, pourquoi elle est unique? Parce que généralement nos villes, elles commencent d'en haut et elles descendent. Alger est dans le plat, donc l'antique Icosium. Donc là, on peut voir un peu le changement, mais Alger est tout en bas. Donc là, on a la place des Martyrs un peu à droite. Donc c'était l'antique Icosium. À partir des époques médiévales, la dynastie des Zirides, la Médina d'Alger va naître. Elle va monter jusqu'à arriver, donc au fur et à mesure de ces 1000 ans, arriver jusqu'à l'époque de la Régence, jusqu'au pied de sa citadelle. Donc comment peut-on imaginer cet Alger d'avant 1830, enfin cette âme de la Médina de forme triangulaire, commençant depuis sa réelle Casbah, donc sa citadelle, et qui descendait, comme on peut un peu voir ici, en amphithéâtre, en cascade de maisons. En cascade, oui, en cascade jusqu'à la mer. Et elle était un peu enveloppée de végétation avec ces fameuses maisons du Fahs qui étaient dans l'espace extramuros, ces belles villas. Et là, la ville fait corps avec la mer, finalement. Avec la mer, bien sûr, dans ces deux espaces, que ce soit l'espace citadin intramuros, donc la Médina, qui descendait jusqu'à son port, qui était un peu l'âme de la ville, et dans son espace extramuros, dans ces jardins qui un peu entouraient Alger avec ces fameuses villas mauresques. Durant l'époque coloniale, il y aura, donc là, on a aussi un autre lieu mythique de la Médina, le mausolée du saint patron Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Un exemple aussi, sa mosquée, un exemple impressionnant de l'architecture algéroise. Et un lieu incontournable. Incontournable. Et aussi, c'est le seul témoin, à la mosquée, il faut le dire, du minaret algérois. Sidi Abdelrahman, aujourd'hui, c'est le dernier témoin, puisque durant l'époque coloniale, comme on va en parler, il y aura pas mal de destruction, de transformation. La partie basse de la Médina, qui était l'âme et le cœur économique et politique de la ville, donc c'est là où on avait déjà le fameux complexe de la Djinina, on avait les 50 souks historiques qui étaient bâtis, organisés, on avait Bitlmal, Jama' Saïda, Chaouch, etc. L'époque coloniale, 80% de la partie basse va être détruite, qu'on appelle l'OTA. Donc là, va être aménagé le tout premier noyau européen, donc on appelle aujourd'hui Sartouhada, ex-place du gouvernement, ex-place d'Am. Et Alger va commettre vraiment une extension architecturale à partir du Second Empire, donc l'époque de Napoléon III, c'est l'Haussmannien, les boulevards, les avenues. Alger va connaître deux faubourgs principalement. Le faubourg de Bab el Oued, toujours populaire à ce quartier mythique de Bab el Oued, qui est un peu imprégné de la Méditerranée. Particulier, qu'on adore. Et aussi le faubourg d'Isli, qui deviendra, qu'on appelle aujourd'hui le fameux quartier de la Grande Poste, le nouveau noyau européen. Et ce nouveau noyau européen donc, va commencer avec sa base néoclassique, haussmannienne, etc. Et va connaître, ça va devenir un vrai champ d'expérimentation. On voulait garder cette âme d'Alger, mais en essayant plusieurs types. Ça sera aussi l'art déco, le style paquebot, quelques touches d'art nouveau et un autre style architectural qui est né à Alger, qui est le fameux néo-mauresque. Donc l'un des plus bels exemples, c'est néo-mauresque. On a cette fameuse grande poste. On a aussi l'actuelle wilaya d'Alger et autres. Et comme première touche, cette fameuse mosquée Ketchawa, qui a connu aussi des transformations durant l'époque coloniale. Donc Alger, c'est vraiment un vrai champ d'expérimentation de plusieurs types architecturaux, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, où il y a toujours un style moderniste qui se niche un peu partout dans les villes. Alger, mesdames et messieurs, comme on ne vous l'a jamais raconté, bien sûr c'est signé Nazim El Bahar. Merci beaucoup Nazim. Lotfi El Bahar, je rappelle que vous êtes donc membre de la start-up Fnardia. Oui, je suis cofondateur. Oui, et si on veut visiter Alger, on peut vous contacter? Oui, alors vous avez on va annoncer sur nos réseaux, sur Instagram, sur Facebook notamment. Fnardia. Fnardia, c'est El Fnardia. Voilà. Alors, et généralement, on me demande pourquoi El Fnardia, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le Fnardia, c'est les allumeurs. Pour finir, on arrive à la fin de l'émission. Donc, c'est les allumeurs de lampadaires, les Kanushalo, le Fnarat. Ah, d'accord. Donc, eux, ils illuminaient les ruelles de la Médina. Et vous? sur le réel de notre Médina. Et ben voilà, merci beaucoup. Liam Dowit Alena sur notre plateau. Merci beaucoup Nazimia Teksaha. Anissa, merci beaucoup. À la prochaine. Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Et merci à vous, amis téléspectateurs. On va remercier toute l'équipe technique qui est à nos côtés pour la réalisation de, justement, Au fil du jour, avec à leur tête notre réalisatrice Nilda. Voilà, merci à vous l'équipe et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve donc la semaine prochaine au
Fil du Jour les mardis et les mercredis. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez et puis surtout, gardez le sourire. Salam.